Bonjour et bienvenue dans Talent. André Saliazami, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, alors je le cite parce que la liste est longue, vous êtes secrétaire général de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme et vous êtes aussi délégué général de Générique, une association qui est consacrée à l'histoire et à la mémoire de l'immigration en France au 19e et au 20e siècle. À quoi sert un tel organisme ? Écoutez, la France est une des plus grandes terres d'immigration au monde. En 1851, il y a eu le premier recensement qui a distingué les nationaux des étrangers. Et déjà à l'époque, il y avait plus de 400 000 étrangers. Donc la France est une très grande terre d'immigration qui s'ignorait jusqu'à il y a très peu de temps. Donc on a créé Générique il y a 20 ans pour travailler sur cette histoire, d'une manière scientifique et montrer à l'opinion publique de ce pays qu'il y a une véritable diversité dans ce pays aujourd'hui, mais aussi dans l'histoire. Donc c'est pour essayer de travailler, de faire ressortir, de faire réémerger cette histoire qui était très peu connue sur le plan scientifique comme au niveau de l'opinion publique. Pourquoi la date de 1987 ? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là de précis, de particulier ? Écoutez, l'idée de cette association avait commencé à germer dans mon esprit et dans l'esprit de quelques amis en 1983-84, au lendemain de cette fameuse marche des beurs. Qui était en fait au départ la marche pour l'égalité. Pour l'égalité et contre le racisme qui avait commencé à Marseille, que j'avais couvert comme journaliste. J'étais journaliste à l'époque. J'ai fait avec les marcheurs les 400 premiers kilomètres de Marseille à Lyon. Et au lendemain de la marche, la société française avait effectivement commencé à découvrir cette diversité. Mais en même temps, on avait l'impression que c'était une diversité qui venait juste de commencer, d'apparaître. Et même les jeunes, d'une certaine manière, reprenaient cette image. Ils présentaient un peu l'histoire de leurs parents comme une histoire de soumission, de silence. Alors que lorsqu'on connaît l'histoire, par exemple, de l'immigration algérienne, maghrébine, on se rend compte que c'est une histoire politique et culturelle passionnante. Et donc, d'une certaine manière, c'est en réaction à cet oubli, à ce trou de mémoire. Et l'année 87-88, c'est aussi l'année où les premiers travaux scientifiques sur l'histoire de France, avec cette dimension de l'histoire de l'immigration, commençaient à apparaître. Les premiers ouvrages qui ont fait autorité, c'est par exemple le Creuset français de Gérard Noël qui est apparu en 1989, ou la Mosaïque France d'un autre grand historien lyonnais, Yves Lequin, qui aussi a apparu en 1989. Donc il y a eu une sorte de conjonction. D'une part, disons, un besoin dans la société de parler de l'histoire, et en même temps, la publication des travaux scientifiques qui permettaient à cette démarche d'être rigoureuse, scientifique, et en même temps, disons, qui rendait cette histoire visible pour le grand public. Alors vous montez aussi une exposition dans ces années-là. Alors, vous savez que 87-88, on crée l'association, et il y a 1989 qui est le bicentenaire de la Révolution française. Et en commençant un peu à creuser, à travailler, à discuter avec les chercheurs, on se rend compte que l'histoire des étrangers est d'une certaine manière aussi liée à l'histoire de la Révolution française. Et c'est pour ça que j'avais mis en place une exposition qui s'appelait France des étrangers, France des libertés, qui était la première grande exposition sur l'histoire de l'immigration en France, qui était montrée à Marseille, à l'Arche de la Défense ici à Paris, et qui racontait 2 siècles de l'histoire des étrangers à travers les journaux faits par les étrangers en France. C'est comme ça, par exemple, qu'on a montré qu'à Paris, au 19e siècle, il y a eu 20 journaux en arabe, que plus de 60 journaux arméniens avaient existé en France, que tous les grands journaux allemands de l'immigration allemande avaient été faits à Paris, entre Bastille et Nation. Vous savez, le Faubourg Saint-Antoine, là où il y a le siège de Générique aujourd'hui, c'était au 19e siècle le quartier des Allemands. Et donc on a montré, si vous voulez, cette diversité à travers cette exposition qui a été la seule, disons, exposition sur les étrangers dans le cadre des manifestations du bicentenaire. Il y avait des milliers de projets sur l'évocation du bicentenaire, mais en même temps, on a montré, disons, aussi l'attrait que la France de la Révolution, la France des Lumières, a constitué pour des milliers et des milliers de personnes. S'il y a eu, disons, une immigration importante au XIXe siècle, c'est parce que, bien évidemment, il y avait des gens venus en France pour du travail, comme encore aujourd'hui,
venaient pour fuir le despotisme, ce qui est aussi une réalité constitutive de l'histoire de France et de l'histoire de l'immigration. Les gens venaient pour se réfugier en France, mais aussi parce que la France de la Révolution, la France des Lumières avait attiré, par exemple, tous les réformateurs de l'Empire ottoman de l'époque, ou par exemple les grands patriotes polonais, ou par exemple tous les juifs persécutés dans les pays d'Europe centrale et de l'Est. Donc l'idée par exemple de la France terre d'asile n'est pas simplement un mythe, c'est quelque chose qui a fonctionné. C'est une réalité au XVIIIe. Et d'une certaine manière, à travers cette exposition, on a montré ces deux France, une France qui rejette, une France qui attire, qui accueille. Et là aussi, j'ai l'impression qu'en regardant un peu sur 2 siècles d'histoire, c'est une sorte, disons, de thème permanent, disons, de ces deux France, une de l'accueil et celle des camps. Par exemple, on a accueilli les républicains espagnols par centaines de milliers dans les années 30, mais en même temps... Qui ont fait en fait le régime pareil, le régime de Franco. Mais en même temps, on les a mis dans les camps. On a accueilli les anti-nazis allemands, les antifascistes italiens, mais en même temps, on a livré une partie de ces anti-nazis à Hitler. Donc, cette double réalité est d'une certaine manière assez permanente dans l'histoire. Alors, cette exposition, comment elle a été reçue? Puisque c'était la seule, c'était l'unique, c'était la première. Écoutez, j'ai eu aussi la chance de travailler avec un grand graphiste italien, qui vient juste de disparaître, Antonio Bellavita, qui a été le premier maquettiste de Libération, qui a fait l'autre journal, les nouvelles littéraires, enfin, qui était un grand maquettiste de la place de Paris, et qui avait trouvé une très très belle scénographie pour cette exposition. Parce que vous savez, comme on parlait des journaux que les étrangers ont fait, ce sont tout de même des journaux pauvres, visuellement très austère. Et que donc il fallait, pour Antonio Bellavita et pour moi-même, parce que j'étais le commissaire d'exposition, il fallait que, disons que, faire arriver cette histoire au plus grand nombre. Donc nous tenions à la rigueur scientifique, mais aussi à la beauté esthétique de l'exposition. Et Antonio a eu cette idée superbe de faire une sorte de journal mural qui faisait 3 mètres de haut sur 150 mètres de long. Et donc, en fait, c'était un journal avec des photos, avec les titres de tous ces journaux dans toutes les langues. Et ce qui faisait d'une sorte de mosaïque superbe. Et donc, c'était sur un tissu traité comme du papier photo. Et donc, il y a eu un très très bon accueil de cette exposition. Les visiteurs étaient nombreux. Mais écoutez, on a la chance d'avoir les chiffres, par exemple, de cette exposition qui est restée 8 mois à l'Arche de la Défense. Et comme l'exposition n'était pas payante, mais il fallait payer l'ascenseur pour monter la voir, ouais. On sait que 900 000 personnes l'avaient visité. Et il y a eu pratiquement 40 000 groupes scolaires qui étaient venus, j'avais formé des guides pour montrer l'exposition au public scolaire. Alors comment les institutionnels, les politiques, eux, réagissent face à ce type de manifestation? À partir des années 90, on a commencé à avoir une sorte d'intérêt pour l'histoire de l'immigration. Qui s'est manifesté notamment par le fait que dès cette époque, on a commencé à parler de l'idée d'un musée de l'immigration, de l'histoire de l'immigration, idée qui mettra pratiquement 20 ans pour se réaliser, puisqu'elle est en train de se réaliser ces jours-ci. Vous êtes à l'origine du rapport concernant la création de la Cité de l'histoire de l'immigration qui va ouvrir ses portes en juillet. L'immigration comme un sujet